Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stades JDR, chaîne sur laquelle on pense le jeu de rôle pour vivre ou faire vivre des expériences personnelles et viscérales. La liberté des joueurs, c'est souvent un objectif recherché, un objectif en soi d'ailleurs plutôt qu'un moyen pour atteindre une fin. J'en ai d'ailleurs déjà parlé, je pense que ça devrait plutôt être un moyen pour atteindre un plaisir de la table plutôt qu'une recherche systématique obligatoire. Cependant, force est de constater que l'agentivité, la liberté des joueurs, le fait que leurs choix ont un réel impact, c'est quand même l'un des points essentiels du jeu de rôle. La possibilité de faire ce qu'on veut, d'une certaine manière. Mais plus que ça, l'agentivité, c'est pour les joueurs le moyen de constater l'impact, l'importance de leurs choix et de leurs décisions. Et je le dis souvent sur la chaîne, la prise de décision, c'est le cœur du jeu de rôle. Plus que tout le reste, plus que le roleplay. Décider et constater l'impact de ces décisions. C'est ça l'agentivité en jeu de rôle. En réalité, c'est ça que ça veut dire lorsqu'on dit il faut que les joueurs aient de la liberté et qu'ils puissent choisir et que leur choix ait un impact. Maintenant, il faut bien comprendre que finalement l'agentivité, elle se ressent uniquement parce que le maître du jeu est capable, en tout cas s'il est capable, de décrire la conséquence tangible d'un choix ou de la décision d'un joueur. Donc ironiquement, l'agentivité, elle est le produit direct d'une action du maître du jeu. Et c'est là que parfois certains font l'erreur de considérer qu'il faut s'effacer en tant que maître du jeu pour permettre l'agentivité, alors même que le rôle du maître du jeu est d'être actif de sorte que l'agentivité puisse être reconnue comme un élément tangible et véritable dans la partie de jeu de rôle, donc quand le joueur constate que le MJ présente des conséquences à leurs actions, à leurs choix. Et donc ça va me mener à décrire cette erreur commune qui est pour le maître du jeu de chercher à disparaître sous prétexte de donner de l'agentivité. J'aborderai donc cet aspect, cette erreur, ce qui la caractérise. Et puis ensuite, dans un second temps, je m'appuierai sur de rechef l'OSR, le jeu old school, qui est mon arc pédagogique actuel sur la chaîne, comment faire le pont entre le narratif et le jeu old school, et je m'appuierai donc sur certains préceptes old school pour générer l'agentivité. Car je trouve que le jeu old school a très bien compris comment on pouvait mettre le jeu au service de l'agentivité des joueurs, par certains préceptes. Pour autant, je terminerai par certaines limites que j'y vois pour générer du personnel et du viscéral, qui reste quand même la devise de la chaîne, et j'expliquerai comment on peut superposer, ajouter le vernis narratif aux éléments que l'OSR propose pour générer cette agentivité et en préserver l'intensité, là où l'OSR tend parfois à diluer l'intensité pour faire gagner les joueurs en liberté, alors que les deux pourraient être possibles. Revenons donc sur cette erreur que je décrivais, le fait que beaucoup de maîtres du jeu, finalement, n'agissent pas réellement pour favoriser l'agentivité auprès des joueurs. Au contraire, ils n'agissent pas tout court, par peur d'enrayer l'agentivité. C'est ça le problème du maître du jeu qui cherche à s'effacer, c'est qu'ils ont tellement peur par leur action, par leur présence en tant que maître du jeu de nuire à cette agentivité finalement, qu'ils ne font plus rien. Je ne veux dire pas qu'ils feront plus rien, mais en tout cas, ils se restreignent fortement, ce qui, à mon sens, n'est pas la solution. J'expliquerai pourquoi après. Et donc, c'est une différence d'état d'esprit qui est notable. Le fait de se réfréner pour que l'agentivité existe, plutôt que d'employer des méthodes actives et concrètes pour créer, générer, permettre cette agentivité auprès des joueurs. C'est deux choses différentes, deux états d'esprit de maître du jeu, et c'est le second état d'esprit que je préfère, bien entendu, vous l'avez compris. Et on voit ce phénomène d'effacement assez souvent dans les bacs à sable, que j'ai tendance à critiquer, alors que je comprends et même favorise l'intention du bac à sable, qui est de produire justement une grande liberté avec un monde vivant, tout ça on garde, mais souvent, les bacs à sable ont quelque chose d'insipide justement parce que le MJ a peur d'y poser son empreinte, d'y injecter ses propres éléments, d'agir, d'être actif dans la création ou dans les mouvements qu'il va générer dans son bac à sable justement pour ne pas influencer, comme ils le disent souvent, le choix des joueurs. Car soi-disant, influencer les joueurs, c'est finalement leur retirer de la liberté en forçant un choix possible. Encore une fois, là-dessus, on va développer un peu plus tard. Et donc, les maîtres du jeu, cet effacement se voit aussi dans la forme. Ils vont tendre à utiliser des mots moins forts,
moins clairs, ils vont augmenter l'opacité de leurs propos, diluer ou même justement rendre plus flous les choix qui sont possibles pour éviter d'avoir l'air d'encourager les joueurs dans une direction. Et paradoxalement, ce que ça va générer, c'est un peu moins d'agentivité parce que au lieu de pouvoir prendre des décisions face à des choix qu'une situation présente, les joueurs vont plutôt perdre du temps à chercher ce qu'il est possible pour eux de faire. J'en ai déjà parlé, les joueurs sont là pour décider par rapport à des choix qui s'offrent à eux ou qu'ils vont détecter, pas chercher ce que sont les choix. Parce que c'est là où on va s'ennuyer, c'est là où le rythme va mourir, en réalité. Et on le voit beaucoup aussi chez des MJ narratifs, donc pas seulement chez les tenants du bac à sable, cette tendance à créer un flou artistique qui finalement n'est pas générateur d'agentivité. Donc on a l'effacement et on a le flou artistique, qui pour moi ne sont pas des bons outils pour permettre l'agentivité. En plus de cela, ça va créer, à défaut d'une agentivité, une sorte de vide technique, ce qui veut dire que les joueurs n'auront rien, aucune matière sur laquelle s'appuyer réellement pour exprimer l'agentivité que le maître du jeu leur laisse soi-disant. Parce que c'est bien beau de dire que vous avez toute liberté, c'est bien beau de dire oui à tout pour permettre justement prendre en compte ce que font les joueurs, mais si on n'a rien, s'il n'y a pas de contour, s'il n'y a pas de matière, les joueurs ne vont pas savoir quoi décider, ils ne vont pas savoir ce que sont les choix. Donc il y a vraiment besoin d'éléments et donc de présence du maître du jeu dans ce qu'il va apporter pour permettre cette agentivité-là. Donc l'effacement est finalement très réducteur et va diluer les choses, diluer la puissance de l'agentivité. Alors, quelles sont les solutions? Il y en a beaucoup, je vais vous en proposer certaines, que l'on peut trouver dans la philosophie du jeu OSR, dans le jeu old school, et je vais reprendre les 3 piliers du jeu que propose l'OSR et que j'ai identifié dans l'une de mes dernières vidéos, dont je vous mets le lien en description, les 3 piliers du jeu que sont la décision, les choix au sens des options disponibles et la tension. Et donc on va s'attarder sur le deuxième pilier, les choix, les options, les alternatives, les différents chemins que peuvent emprunter les joueurs. Pas forcément d'ailleurs des choix qui sont clairement nommés par le maître du jeu, mais qui sont suffisamment évidents dans une situation pour permettre des décisions. Et en général, des choix évidents vont aussi mener à des choix moins évidents, car l'esprit des joueurs va vagabonder, donc c'est un cercle vertueux. On va s'attarder là-dessus, parce que l'OSR a très bien compris la nécessité d'offrir une clarté, une situation qui va permettre d'identifier, de mettre en exergue, de mettre en surbrillance presque, comme dans un jeu vidéo, les choix possibles, ou en tout cas certains des choix possibles pour générer ce cercle vertueux de la complexité de la situation et donc de la décision et de l'agentivité qui va s'en suivre. Donc, l'OSR comprend l'importance de l'existence d'options, de choix et de leur clarté. Ça veut dire que le maître du jeu dans l'OSR, il ne fait pas usage de flou artistique. Au contraire, les choses sont très claires pour générer cette agentivité du joueur et les pousser à l'action. C'est l'existence de ces choix clairement montrés, clairement mis en surbrillance d'une certaine manière, alors bien sûr, tout ça exprimé dans la narration du maître du jeu, c'est ça qui va créer l'agentivité du joueur. Et plus encore que la mise en abîme de ces choix et l'autorisation du MJ finalement que les joueurs prennent des décisions dans le sens de ces options disponibles, c'est aussi le fait de ne pas maintenir le statu quo. Le jeu old school est beaucoup dans la conséquence, alors souvent grâce à des procédures, souvent grâce à des règles, c'est vrai sur lequel le maître du jeu s'appuie, mais toute décision du joueur mène immédiatement, si c'est réussi, si ça échoue, à une conséquence, à un changement. Le statu quo ne reste pas. C'est crucial pour ressentir l'agentivité. Parce que si vous avez seulement la première partie qui existe, finalement, si le joueur n'a pas conscience ou n'a pas une vision claire du fait que son action a changé les choses, et même d'ailleurs que son action a donné quelque chose de différent que s'il avait fait un autre choix, eh bien l'agentivité, elle est tuée dans l'œuf. C'est vraiment le constat de l'impact qu'ils ont ou que leurs décisions ont qui donne ce sentiment d'agentivité. Et ça, c'est le maître du jeu qui le donne. L'OSR l'a très bien compris. Donc, le maître du jeu a une part active. C'est l'un de ses rôles premiers. Certes,
présenter des choix, prendre en compte la décision, mais ensuite montrer l'influence qu'a eu le joueur, qu'a eu sa décision, et si possible même rendre évident, subtilement peut-être, le fait que c'eût été différent si un autre choix avait été fait. Parce que c'est ça, c'est le champ des possibles visible qui donne ce sentiment de liberté du joueur, d'agentivité. Et l'OSR le fait très bien à ce niveau-là. Alors, ironiquement encore une fois, c'est l'acte du maître du jeu qui présente des conséquences tangibles et qui donne vie à cette agentivité. Et ce que ça veut dire donc, c'est que le MJ effacé ne peut pas produire autant d'agentivité. Donc, il ne faut pas reculer en tant que MJ, il ne faut pas se rendre passif par peur de nuire à l'agentivité. Le maître du jeu, par sa nature, par son rôle, ne s'oppose pas à l'agentivité. Au contraire, il doit en être l'un des artisans, et pour ça, il doit agir aussi. Simplement, il faut agir sur les bonnes extrémités du spectre. Alors maintenant, il y a aussi des travers dans l'OSR et dans les bacs à sable aussi lorsqu'ils suivent certains préceptes du jeu old school. Je vais essayer de les mettre en exergue aussi, parce que cela me conviennent moins pour une approche intense, personnelle et viscérale qui prend en compte ce que moi j'appelle les pulsations narratives, les narrative beats ou story beats comme on dirait en anglais. Pour l'OSR, l'agentivité est tellement une fin en soi, est tellement synonyme du plaisir de jeu quasiment exclusivement, que pour certains de ses tenants, de ses adeptes, tout le reste, toute influence du maître du jeu sur le fait de rendre les choix peut-être plus personnels, plus intenses, est un frein à l'agentivité. Si le maître du jeu, par ses actions, par sa mise en scène surtout, par la manière dont il amène les choses, par les liens qu'il crée entre joueurs, entre personnages et entre situations, par lui-même de sa propre initiative, va nuire à l'agentivité en influençant les personnages joueurs dans une direction. Ce qui fait en sorte que, bien souvent, dans les tenants du bac à sable, dans l'OSR, tout ce qui est les différentes accroches, les points d'intérêt, sur une carte même parfois, qui sont effectivement très intéressants pour ouvrir le jeu, pour proposer des choix justement de manière claire, eh bien, ils ont une histoire ou je dirais oui, une narration, une toile de fond, ces accroches, qui est quasiment toujours entièrement décorrélée des personnages joueurs, pour justement ne pas rendre personnel l'intérêt qu'ils pourraient porter à ces points-là, à ces accroches. Parce que soi-disant, cela dirigerait les joueurs, ça les forcerait, par la force des choses, par la cohérence du roleplay, vers des directions, vers une direction, qui serait le contraire de l'agentivité. Le problème de faire ça, c'est que finalement, il y a moins d'immersion parce que le joueur ne réfléchit que parce qu'il l'intéresse lui en tant que joueur. Il n'y a plus vraiment d'implication directe de son personnage à part le simple choix que oui, il préfère aller explorer la tour du mage plutôt que les catacombes. Simplement parce que ça a l'air plus intéressant ici. On n'a plus cet attachement viscéral à l'accroche, au point d'intérêt, aux différents choix finalement. Donc oui, nous avons un panel de choix qui va générer de la décision intéressante d'une certaine manière, mais on n'a pas d'attachement à ces choix possibles, d'attachement viscéral. Et sur cette chaîne, on veut du personnel et du viscéral. Et ça, c'est souvent absent, comme si ça allait s'opposer à l'agentivité. Et je suis là pour vous dire que ce n'est pas le cas, et qu'on va pouvoir garder cette philosophie OSR de proposer des choix clairs, des accroches, des points d'intérêt, d'ouvrir le jeu, sans pour autant se départir du personnel, de l'intensité qui va relever tout ça. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'allégorie de l'avion, avec le moteur de jeu que je décrivais, qui est la philosophie OSR, avec les choix, avec les conséquences des choix, les décisions, et le fuselage narratif, qui est l'enrobage pour relever tout ça, pour l'intensifier par la narration, le conte, etc. Et donc c'est là-dessus qu'on va essayer d'apposer ce vernis narratif sur cette philosophie de jeu qu'on vient de décrire. La philosophie, justement, du narratif va faire le contraire de l'effacement du MJ dans l'influence qu'il peut avoir sur les joueurs. On va au contraire être présent et tenter de susciter l'intérêt des joueurs
en imposant, enfin en imposant, en amenant ces thèmes, ces ambiances, ces liens personnels. Et au lieu d'avoir des points d'intérêt, des accroches, des choix qui existent simplement ici pour être abordés par les joueurs, on va donner une force d'attraction à ces accroches, à ces points d'intérêt. On va les connecter aux joueurs, on va donner des raisons personnelles pour qu'ils s'intéressent. Maintenant, attention, effectivement, si un seul des choix possibles, et je ne parle pas que des points d'intérêt dans un bac à sable, hein, même au niveau d'une scène ou d'un donjon, hein, des petits choix locaux si j'ose dire, si effectivement l'influence du maître du jeu, elle est exercée sur l'un de ces points d'intérêt, l'une de ces accroches, l'un de ces choix, c'est une forme de dirigisme, parce que ça fait de l'ombre à tous les autres. Donc là, je suis d'accord avec les tenants de l'OSR et du bac à sable. Mais si chacune des accroches, chacun des choix possibles sur la situation d'action qui est en train de se dérouler, par exemple, elle a un intérêt personnel direct, indirect, c'est pas forcément quelque chose de connecté à l'histoire du personnage, mais personnel dans l'intérêt que peut nourrir le personnage plus que le joueur. Eh bien, le joueur, pour le coup, va être écartelé entre les différentes alternatives, les différents choix possibles, les différentes accroches, les différents points d'intérêt, les différentes rumeurs, suivant ce qu'on utilise pour générer cet éventail de choix. Il va être attiré vers l'un, mais aussi vers l'autre, et vers le troisième. L'influence du maître du jeu s'exerce sur lui, mais vers plusieurs endroits, vers plusieurs choix. Et souvent, ce que ça veut dire, s'il y a des forces d'attraction, c'est que si l'on choisit une voie plutôt qu'une autre, on ne fait pas seulement l'acte de choisir, on renonce aussi aux autres. Et cette sensation de renoncement, elle est plus intense, elle est plus viscérale quand elle nous attirait aussi. Alors que s'il n'y a pas de force d'attraction, c'est simplement un choix d'intérêt et on ne renonce à rien. Et c'est là que retombe l'intensité, le personnel et viscéral et qu'on arrive sur quelque chose de finalement plus aseptisé, et quelque chose de plus méta, parce qu'on est plus sur l'intérêt que les accroches suscitent chez le joueur que vraiment les éléments personnels qui vont générer une histoire et qui attirent le personnage vers ces différentes accroches. Donc chaque point d'intérêt, chaque choix, chaque alternative, chaque option que met en exergue de manière claire un MJ en suivant des préceptes d'une philosophie OSR peut aussi avoir son lien personnel, l'influence du MJ qui va attirer le joueur, le personnage vers ses intérêts, mais à plusieurs endroits, plusieurs choix pour créer cet écartèlement et maintenir cette intensité, ce personnel, ce viscéral. Les points d'intérêt ne font pas qu'exister, ils exercent cette force d'attraction. Et finalement, on se retrouve sur le triptyque choix, décision, et le troisième, c'est la tension. Et on peut donc ajouter l'élément de tension à cet éventail de choix, ces renoncements, ce personnel, ce viscéral. Parce que si vous allez dans une direction, les choix, les options que vous avez laissées derrière vous vont aussi évoluer du fait du temps qui passe et des événements qui arrivent. Et c'est là qu'on a la tension, cet élément de temps que j'abordais dans ma vidéo précédente, dont je peux vous mettre aussi le lien en description, créer la tension par le temps, qui est aussi une philosophie OSR. Comme quoi, on y revient pourtant, mais en gardant cette connexion personnelle et viscérale. Donc en conclusion, favoriser l'agentivité des joueurs, la liberté des joueurs, qui est cet objectif sacro-saint en jeu de rôle, en tout cas chez certains, et on peut comprendre pourquoi. Ça ne devrait pas se faire par l'effacement du maître du jeu, mais plus par un acte plus ciblé de sa part pour générer l'agentivité. Ça ne devrait pas se faire par une atténuation de son langage, des mots qu'il emploie, par un flou artistique, ou par des points d'intérêt ou des choix ou des accroches qui sont décorrélés de toute implication personnelle des personnages joueurs. Non, générer l'agentivité, la liberté des joueurs, ce n'est pas ne pas influencer les joueurs, pas du tout. C'est au contraire les influencer, mais dans plusieurs directions. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura inspiré. Si c'est le cas, petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à écrire un commentaire, ça aide à l'algorithme, à rejoindre le Discord si vous voulez continuer ces discussions. Et quoi qu'il arrive, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Salut à tous.